Je suis rentré à la maison pour trouver mon fiancé dans notre lit avec mademoiselle d'honneur, une semaine avant notre mariage. Il m'a dévisagé de haut en bas et a dit « À quoi t'attendais-tu ? Regarde-toi. » J'ai juste lentement fermé la porte et je me suis éloigné. Maintenant, son téléphone ne cesse de sonner. Ce sont les autres garçons d'honneur qui l'appellent pour lui parler des photos que je viens d'envoyer à toute la liste des invités du mariage. La première chose que j'ai remarquée en rentrant à la maison fut le silence. C'était un silence assourdissant, du genre qui semble faux, comme un instrument manquant dans une chanson familière. J'étais rentré plus tôt d'un voyage professionnel, espérant faire une surprise à mon fiancé, Alex. Notre mariage était dans une semaine. Une semaine. Notre appartement, qui avait été un tourbillon chaotique de préparatifs de mariage pendant des mois, était parfaitement immobile. Pas de musique, pas de télévision, juste ce silence pesant et bourdonnant. J'ai posé ma valise dans le couloir, un sourire joyeux et secret aux lèvres. Il faisait probablement la sieste dans la chambre. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir, mon cœur battant d'excitation. J'ai poussé la porte de notre chambre, prête à sauter sur le lit et à le réveiller d'un baiser. Mais il ne dormait pas, et il n'était pas seul. La scène qui s'offrait à mes yeux était si parfaitement, horriblement cliché que pendant une seconde, mon cerveau a refusé de la traiter. C'était comme regarder un mauvais film. Il y avait Alex, mon fiancé, l'homme que j'aimais depuis 6 ans. Et il y avait Jessica, ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis notre enfance, la femme qui était censée se tenir à mes côtés à l'hôtel. Et ils étaient ensemble dans notre lit, le lit que j'avais passé un mois à choisir. Ils se sont figés tous les deux, leurs visages formant un masque comique de choc. Le silence fut rompu par une inspiration brusque. C'était peut-être la mienne. Je ne me souviens pas. Le temps semblait ralentir, l'air devenant épais et sirupeux. Alex fut le premier à se ressaisir. Il a cherché le drap, un regard d'agacement remplaçant rapidement le choc. Il n'avait pas honte. Il était irrité d'avoir été surpris. Il m'a regardé, debout là dans mes vêtements de travail sobres, mes cheveux probablement en désordre à cause du vol. Il m'a dévisagé de haut en bas, une évaluation lente et délibérée, puis il a souri. C'était un sourire cruel et condescendant. « Eh bien, dit-il, sa voix dégoulinant d'un venin désinvolte. C'est gênant. » Il a regardé Jessica, qui souriait maintenant, puis il est revenu vers moi. « À quoi t'attendais-tu, Chloé ? Je veux dire, sérieusement, regarde-toi. » Il a fait un vague geste dans ma direction. Certaines femmes sont faites pour être des épouses, tout le package, et certaines femmes sont faites pour être l'image d'avant. L'image d'avant. Il m'avait réduite, notre vie ensemble, toute notre histoire, à un avant. Et Jessica, ma meilleure amie, était juste là, appuyée sur un coude, me regardant avec un air d'amusement détaché, comme si elle regardait une émission de télévision vaguement intéressante. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux. Il n'y avait que de la victoire. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas mon cœur. Pas encore. C'était autre chose. C'était la partie de moi qui avait toujours trouvé des excuses pour lui. La partie qui avait toujours vu le meilleur chez les gens. Elle s'est simplement brisée. Le monde est redevenu silencieux. Le rugissement dans mes oreilles s'est arrêté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je les ai juste regardés tous les deux. Ces deux personnes en qui j'avais entièrement confiance, enlacées dans les ruines de ma vie. J'ai assimilé chaque détail de la scène. Et puis j'ai juste lentement, délibérément fermé la porte de la chambre, les enfermant avec leur trahison. Le doux clic du loquet fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Je me suis retourné et je suis parti. J'ai descendu le couloir, j'ai ramassé mes chaussures, j'ai ramassé ma valise, et je suis sorti par la porte d'entrée de notre appartement sans me retourner. Je n'étais pas une fiancée en deuil. J'étais une chercheuse qui venait de tomber sur un nouvel ensemble de données dévastateurs et fascinants, et j'étais sur le point de l'analyser à fond. Je ne suis pas allé chez une amie. Pas encore. Je suis allé dans un hôtel calme et anonyme près de l'aéroport. J'avais besoin d'un espace propre et neutre, d'un endroit sans souvenir. Je me suis assise sur le bord du lit parfaitement fait, celui qui semblait appartenir à un univers différent de celui que je venais de quitter. Le choc a commencé à s'estomper,
et la douleur m'a frappé comme un coup physique, un coup de poing dans le ventre qui m'a laissé sans souffle. Je me suis permise de ressentir cela pendant exactement 1 heure. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme une idiote. Le genre de sanglot qui vous vide et vous laisse à vif. J'ai pleuré ma relation de 6 ans. J'ai pleuré mon amitié de 15 ans. J'ai pleuré la robe de mariée accrochée dans mon placard. J'ai pleuré l'avenir que je pensais avoir. Et puis j'ai arrêté. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, regardant mon propre reflet dans le miroir. L'image d'avant, ai-je murmuré. Était-ce ce que j'étais? Cette pensée ne me rendait plus triste. Elle me mettait en colère. Une colère froide, nette et analytique. Parce que quelque chose dans la scène avait été faux. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était leur confiance. Leur absence totale de peur. La cruauté désinvolte d'Alex. Le sourire suffisant de Jessica. On aurait dit qu'ils n'avaient pas juste une liaison. On aurait dit qu'ils venaient de conclure un accord commercial fructueux. On aurait dit qu'ils pensaient avoir gagné quelque chose et que je n'étais qu'un dommage collatéral. Cette pensée, cette seule suspicion m'a sauvé. Mon chagrin s'est transformé en une curiosité vive et concentrée. Mon chagrin s'est transformé en un projet de recherche. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'étais analyste de données indépendantes. Je passais mes journées à trouver des modèles dans des ensembles d'informations complexes. J'étais doué pour ça. Je pouvais voir l'histoire que les chiffres racontaient, et j'avais un besoin soudain et désespéré de voir l'histoire de l'homme que j'étais censé épouser. Pendant l'année écoulée, Alex vivait une vie de luxe incroyable. Il avait quitté son emploi stable en finance pour créer son propre fonds d'investissement privé. Il l'appelait Apex Holdings. Il avait un nouveau bureau chic. Il conduisait une voiture de luxe en leasing. Et il emmenait toujours ses clients dîner dans des restaurants coûteux. Il prétendait avoir une stratégie d'investissement secrète et brillante qui générait des rendements massifs. Le mariage que nous planifions était le témoignage de ce prétendu succès. C'était une affaire somptueuse, ridiculement chère, avec une liste d'invités de plus de 200 personnes. Il payait tout, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. J'étais tellement absorbé par la planification du mariage et mon propre travail que je n'avais jamais vraiment regardé de près ses affaires. Je lui faisais confiance. Je croyais en lui. Maintenant, cette confiance était un tas de cendres. J'avais toujours accès à tous nos comptes en ligne partagés. J'ai commencé par les feuilles de calcul du mariage. J'ai regardé les paiements qu'il avait effectués, l'acompte pour le lieu, le paiement pour le groupe, le traiteur. J'ai consulté notre compte bancaire joint, et c'est là que j'ai vu la première anomalie. Les paiements ne provenaient pas d'un compte professionnel. Ils provenaient d'un compte d'épargne personnelle que je ne reconnaissais pas. J'ai fait quelques recherches. En utilisant les informations que j'avais, j'ai réussi à accéder au relevé de ce compte secret. Ce que j'ai vu m'a fait courir le sang-froid. Le compte était alimenté par de gros virements réguliers de dizaines de personnes différentes. Et je reconnaissais les noms. C'étaient nos amis. C'étaient nos familles. C'étaient des gens sur notre liste d'invités de mariage. Il y avait Ben, un des garçons d'honneur d'Alex. Il y avait ma propre tante et mon oncle. Il y avait nos amis de l'université. Ils investissaient tous dans Apex Holdings, mais aucune contrepartie d'investissement n'était faite depuis le compte. Il n'y avait pas d'achat d'actions, pas de transactions immobilières, pas de transactions commerciales du tout. L'argent arrivait d'un nouvel investisseur, puis une partie sortait quelques semaines plus tard sous forme de dividendes pour un investisseur précédent. Ce n'était pas un fonds spéculatif. Ce n'était pas une stratégie d'investissement brillante. C'était un système de Ponzi. Il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, créant l'illusion de rendements incroyables. Et il prélevait une énorme somme sur le dessus pour financer son style de vie luxueux, sa voiture chic, et notre mariage spectaculaire. Le mariage lui-même n'était qu'un accessoire, une publicité géante pour convaincre plus de gens qu'il était prospère, pour attirer plus de nos amis et de notre famille dans son arnaque. Jessica n'était pas seulement sa nouvelle petite amie. J'ai trouvé des documents montrant qu'elle était associée dans la société écran, Apex Holdings. Ils étaient ensemble dans cette affaire. C'était leur plan depuis le début, utiliser notre mariage comme leur dernière levée de fonds massive, puis quoi? Disparaître.
Mon chagrin fut instantanément remplacé par une rage raitue blanche et ardente. Il ne s'agissait plus seulement d'un cœur brisé. Il s'agissait du fonds de retraite de ma tante et de mon oncle. Il s'agissait des économies de toute une vie de mon ami. Il s'agissait de toutes les personnes qui lui faisaient confiance, qui me faisaient confiance, qui étaient menées à l'abattage financier. Il ne m'avait pas seulement traité d'image d'avant. Il avait essayé de faire de moi le visage involontaire d'une fraude massive. Mon plan s'est formé dans cette chambre d'hôtel stérile, non pas comme un acte de vengeance désordonné, mais comme un acte de justice propre et rapide. Je n'allais pas exposer leur liaison. C'était trivial. J'allais exposer leurs crimes, et j'allais utiliser leur propre arrogance comme arme. Le premier appel que j'ai passé fut à ma vraie meilleure amie, Megan. Je lui ai tout raconté, la liaison, l'insulte, et les crimes financiers. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, « D'accord, nous allons le réduire en cendres. » Quelle est la première étape? La première étape était de trouver un allié à l'intérieur. J'ai parcouru la liste des garçons d'honneur. Mes yeux se sont posés sur Ben. C'était un bon gars, un peu naïf, et je savais qu'il avait investi une somme d'argent considérable avec Alex. Il méritait de connaître la vérité. Je lui ai envoyé un simple SMS cryptique. « Ben, j'ai besoin de te parler d'Alex. C'est urgent et c'est à propos de ton investissement. Peux-tu me rencontrer ?» Il a accepté immédiatement, sa réponse pleine d'inquiétude. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille le lendemain. J'ai exposé les preuves que j'avais trouvées. Je lui ai montré les relevés bancaires, le flux de l'argent. J'ai vu son visage passer de la confusion au déni, puis à une colère profonde et latente. J'ai mis l'intégralité des fonds pour les études de mon fils là-dedans, a-t-il dit, la voix basse. Il m'a dit que c'était une valeur sûre. Il a dit ça à tout le monde. J'ai dit, Ben, j'ai besoin de ton aide. Il t'a envoyé des documents, des prospectus, n'est-ce pas? J'ai besoin de les voir. J'ai besoin de construire une image complète de ces mensonges. Ben n'a pas hésité. Il est rentré chez lui et m'a envoyé par email tous les documents qu'Alex lui avait jamais envoyés. Les relevés de gains fabriqués, le prospectus d'apparence professionnelle mais complètement faux pour Apex Holdings. C'était la pièce manquante du puzzle. Pendant les 3 jours suivants, j'ai travaillé comme une femme possédée. Megan était notre centre de commandement, me commandant de la nourriture, gérant la logistique, et étant mon alter ego en colère, criant devant l'écran d'ordinateur pour que je puisse rester calme et concentré. J'ai compilé le tout dans un ensemble dévastateur unique. J'ai créé un site web protégé par mot de passe. Sur la page d'accueil, j'ai mis une belle photo professionnelle de fiançailles de moi et Alex. En dessous, j'ai écrit « Le mariage de Chloé et Alex est annulé. Veuillez lire attentivement les informations suivantes. » Ensuite, j'ai créé des sections. Les états financiers qui montraient les vrais relevés bancaires. Les documents d'investisseurs qui montraient les faux prospectus qu'il avait envoyés. Les dépenses personnelles qui détaillaient comment il avait dépensé l'argent de ses clients pour son propre style de vie luxueux, avec les reçus des restaurants et des agences de voyage. Et enfin, les acteurs clés, qui comportaient une photo de lui et une photo de Jessica, les répertoriant comme les seuls partenaires d'Apex Holdings. C'était un musée numérique de leurs crimes. La dernière étape fut le système de livraison. J'ai parcouru notre liste d'invités de mariage de 250 personnes. J'ai créé une liste de mes maîtres. J'ai rédigé un email. Il était calme, professionnel et profondément apologétique. Chers amis et famille, commença-t-il. C'est avec le cœur lourd que je dois vous informer que mon mariage avec Alex est annulé. Je suis rentré tôt d'un voyage cette semaine pour découvrir une situation qui m'a obligé à réévaluer tout ce que je pensais savoir sur l'homme que je comptais épouser. Ce faisant, j'ai découvert une tromperie financière importante et dévastatrice qui implique bon nombre d'entre vous. Je pense qu'il est de mon devoir moral de partager ce que j'ai trouvé. Veuillez visiter le site web sécurisé ci-dessous pour plus d'informations. Je suis tellement profondément désolé que ma confiance en lui ait mis votre propre sécurité financière en péril. J'ai mis le lien vers le site web en bas. Je suis resté là, mon doigt planant sur le bouton d'envoi. C'était le point de non-retour. Pendant ce temps, Alex m'envoyait des SMS. Ces messages étaient un mélange bizarre d'arrogance et de fausses préoccupations. Je sais que tu es contrarié, mais tu dois être adulte à ce sujet.
Nous devons encore traiter avec les fournisseurs du mariage. Tu parles de nous? Ma mère a dit que tu avais l'air bizarre au téléphone. Ne rends pas ça compliqué, Chloé. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il pensait que la dispute concernait son infidélité. Il pensait qu'il avait le contrôle. Jeudi soir, exactement une semaine après avoir fermé cette porte de chambre, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé à ma tante et à mon oncle. J'ai pensé au fond d'études du fils de Ben. J'ai pensé à l'insulte qu'il m'avait lancée, essayant de me réduire à rien. Et j'ai cliqué sur envoyer. J'ai éteint mon propre téléphone. Je savais que ce serait le chaos, mais je ne voulais pas en faire partie. La vengeance n'était pas pour moi à observer. C'était pour lui à expérimenter. Je suis resté chez Megan cette nuit-là. Nous avons commandé une pizza et regardé de vieux films. Vers 22h, le téléphone de Megan a commencé à bourdonner. C'était une amie commune. Elle l'a mis sur haut-parleur. Megan, oh mon Dieu. As-tu vu l'email de Chloé? Est-ce que c'est vrai? Mon mari et moi avons $50 000 avec Alex. Megan a calmement confirmé que c'était vrai et lui a conseillé de contacter immédiatement un avocat. Pendant les 2 heures suivantes, son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Tout le cercle social auquel nous appartenions implosait en temps réel. La vraie satisfaction, cependant, est venue de Ben. Il était ma source interne de l'enfer personnel d'Alex. Il a commencé à m'envoyer des mises à jour par SMS. Il m'appelle. Il hurle. Il demande comment tu as découvert. Il n'a aucune idée de qui est au courant maintenant. Les autres garçons donneurs l'appellent. Ils sont tous paniqués. L'un d'eux est en route pour le bureau d'Alex en ce moment. C'est insensé. Ses parents viennent de m'appeler. Ils ont vu l'email. Son père est expert comptable. Il perd la tête. Il a dit qu'Alex était une honte. Il me rappelle. Il pleure, sanglote, me demandant si j'ai parlé à toi. Il veut que je te dise de retirer le site. Il dit qu'il rendra l'argent à tout le monde. Il ne sait juste pas comment. Je suis resté assise là à lire les SMS, un sentiment calme et tranquille m'envahissant. Je ne l'avais pas détruit par un accès de rage jalouse. Je l'avais détruit par un rapport fondé sur des preuves bien recherchées. Je l'avais détruit par ma propre compétence. Il s'est présenté à l'appartement de Megan le lendemain matin. Il devait deviner que j'étais là. Il ressemblait à un fantôme. Son visage était pâle et gonflé de larmes. Ses cheveux chers étaient en désordre. C'était un homme qui avait tout perdu en l'espace de 12 heures. Megan a ouvert la porte. « Tu n'es pas le bienvenu ici, Alex, a-t-elle dit, sa voix glaciale. « Je dois la voir, a-t-il supplié, essayant de regarder par-dessus elle dans l'appartement. « Chloé, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Tout ça. » Je suis allé à la porte et me suis tenu à côté de Megan. Je l'ai regardé, cet homme brisé. Il n'y avait aucune trace du fiancé suffisant et confiant qui m'avait congédié quelques jours auparavant. « Tu n'es pas désolé de l'avoir fait, Alex, ai-je dit, ma voix ferme. Tu es juste désolé d'avoir été attrapé. Non, je le jure. Il a pleuré. Je t'aime. C'était toujours toi. Jessica était une erreur, une stupide aventure. Il ne s'agit pas de Jessica, ai-je dit, et son visage s'est décomposé. Il réalisait que c'était tellement plus que ça. Il s'agit de ma tante et de mon oncle. Il s'agit du fils de Ben. Il s'agit de dizaines de nos amis à qui tu as regardé dans les yeux et menti. Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as trahi chaque personne qui te faisait confiance. Il s'est contenté de secouer la tête, sans voix. Tu m'as dit que j'étais une image d'avant, ai-je dit, ma voix basse, mais portant plus de poids que n'importe quel cri. Tu avais raison. Je le suis. Je suis la personne que j'étais avant que tu n'essaies de me réduire à un joli accessoire. Je suis la personne que j'étais avant de me faire petite pour te faire te sentir grand. Et cette nouvelle vie que tu t'apprêtes à avoir. Celle sans argent, sans amis, et avec beaucoup de problèmes juridiques. C'est ton image d'après. Tu devrais sourire. C'est ce que tu as mérité.
J'ai fermé la porte sur ces supplications bafouillantes et pathétiques. Les suites ont été longues et compliquées, mais c'était un désordre auquel j'étais préparé. Un groupe d'investisseurs, mené par Ben, a intenté une action collective. Les autorités se sont impliquées. Alex et Jessica ont tous deux été arrêtés. Leurs visages ont fait la une des journaux locaux. J'ai travaillé avec les avocats, fournissant toutes mes recherches. Je suis devenu le témoin principal dans l'affaire contre eux. Ce faisant, j'ai découvert une passion pour la comptabilité judiciaire. Cette femme de l'image d'avant qu'il avait moquée avait retrouvé son étincelle. Ce n'était pas dans l'aventure ou l'art. C'était dans la recherche de la vérité cachée dans les chiffres. Cela fait 1 an. Alex et Jessica ont tous deux accepté des peines négociées. Ils ont tout perdu. Leur honte est un enregistrement public. J'ai créé ma propre société de conseil, une agence d'investigation financière. J'aide les personnes qui ont été victimes de fraude. Mon entreprise prospère. Je ne suis pas seulement une survivante, je suis une défenseur. Je ne suis ni l'image d'avant ni l'image d'après. Pour la première fois depuis longtemps, je suis juste l'image, entière, complète, et enfin nette. Et je ne me suis jamais senti plus comme une épouse, une partenaire, et une réussite. Juste pas pour lui, pour moi.